Alors du coup, c'est une première aujourd'hui. Je vais la mettre après. Donc Béatrice est là, donc c'est super. C'est une première aujourd'hui pour nous, parenthèse, parce que nous proposons en effet une thématique qui est entreprendre dans le secteur médico-social. Alors le secteur médico-social, c'est très large. Et j'espère que ici il y a énormément de professionnels à qui ça fait écho. J'aimerais bien savoir d'ailleurs par curiosité dans le chat quelle est vos professions pour qu'on puisse effectivement voir si cette thématique ce soir vous fait écho également. Alors, je suis AS. Ok, super Delphine. Ok, infirmière, top. Puéricultrice. Année sociale et sociologie de la santé. Super, très intéressant. Reconversion pour être sophrologue. Ok. Bah, écoutez, là, l'idée, je voulais attendre une petite minute, voir si tous les participants arrivent. Parce qu'en effet, il y a eu 30 inscriptions pour ce soir. Wow. Incroyable, pour une première. Donc là, on est déjà 16. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de prénoms que je ne connais pas, je vais me présenter. Je suis Ariane Mathurin, assistante de service social de formation. J'ai eu mon diplôme en 2016, si je ne me trompe pas. J'ai été avant ça aide-soignante pendant quelques années, parallèlement à mon exercice professionnel en tant qu'assistante de service social dans un programme de réussite éducatif dans la commune de Goussainville. Donc, voilà, j'ai pas de mal à parler en tout cas de l'ancienne ville dans laquelle j'ai pu cheminer dans cet exercice professionnel. J'ai co-créé, cofondé 2 associations, dont un club d'échecs pour enfants qui intervient aujourd'hui à l'international, et également une association autour de la parentalité, donc qui s'appelle Les Petits Petons Bernois, dont l'objet était effectivement de favoriser la relation famille-enfant au travers diverses actions et manifestations. Et donc c'est au décours de ces 2 finalement expériences associatives que j'ai commencé à entrevoir effectivement le champ des possibles. Quel entrepreneuriat? Parce que effectivement, créer une association, c'est entreprendre. Parce que passer de la réflexion à l'action, c'est ça l'entrepreneuriat. Et c'est au fur et à mesure de ma carrière professionnelle en tant qu'assistante de service social où je me suis sentie énormément limitée dans mes interventions par le champ, le cadre qui s'imposait à moi. Et là, je me suis dit, bon, Ariane, tu vas faire ce que tu as à faire pendant 3 ans et ensuite, tu vas te réorienter vers quelque chose qui te fait un peu plus écho. Éducatrice jeune enfance, super. Et c'est suite à une rupture du tendon d'Achille, parce que souvent, les reconversions, elles arrivent toujours à un moment donné, une crise, où il se passe quelque chose en nous. Certaines personnes vont parler de burn-out, ben moi, pour le coup, mon corps a parlé à ma place. Et donc, je me suis dit, bon, allez, t'as fait le tour, ça a été une belle expérience, t'as galéré pour avoir ton diplôme d'État. Mais là, l'idée, c'est de voir ailleurs si effectivement tu vas pouvoir t'épanouir autrement. Donc, j'ai repris mes études pour faire une formation de business développeur. Donc là, aujourd'hui, j'ai une société de business développeur et j'ai également une société qui s'appelle Parenthèse, où l'idée étant de permettre à des professionnels du secteur médico-social de pouvoir visibilité, développer leur e-réputation pour pouvoir se lancer et vivre de leur passion. Parce qu'en effet, ces acteurs qui, comme moi, ont pu cheminer dans des institutions où ils se sont sentis finalement restreints, contraints, ont cette volonté en tout cas d'agir auprès de leur public cible et de pouvoir en vivre. Parce qu'en effet, c'est possible. C'est possible d'avoir des compétences, d'être assistante de service social, d'être éducatrice spécialisée, d'être sophrologue et de se dire bah, j'ai envie de vivre de ma passion et donc générer du chiffre d'affaires. Donc
C'est quelque chose qui fait grincer les dents à beaucoup de personnes. Moi, j'ai aucun complexe aujourd'hui à parler d'argent parce que grâce à ma formation business développeur, bah, maintenant, je suis un peu obligée de parler d'argent dans le quotidien. Et c'est grâce effectivement aussi à cette expérience qui m'amène aujourd'hui à me dire, allez Ariane, tu peux transmettre à tes anciens collègues cet engouement qu'est l'entrepreneuriat et de leur dire, ben, en fait, c'est possible. Donc, au sein de Parenthèse, nous avons des psychologues, des assistantes de service social, des infirmières puéricultrices, des professionnels qui sont là ce soir et que je salue, qui développent leur activité, soit pour effectivement être dans un complément de revenus, mais tout en étant dans quelque chose d'épanouissant, soit complètement se libérer finalement des carcans institutionnels. Désolée à ceux à qui ça peut faire mal, mais c'est un ressenti qui est profond. Pour certains professionnels qui finalement se meurent, moi j'utilise des mots assez forts, se meurent au sein de ces institutions qui ne leur font plus du tout écho. Et donc, l'idée de Parenthèse, c'est que des parents puissent en effet très librement choisir avec un regard assez éclairé le professionnel qui va pouvoir l'accompagner sur des problématiques de parentalité. Donc, ce soir, l'idée entreprendre dans le secteur médico-social, c'est aussi mettre en lumière des parcours qui vous permettront de vous sentir finalement très en lien avec eux. Moi aujourd'hui, je suis plus assistante de service social, je suis une entrepreneuse, je suis business développeur. Mon travail, c'est de générer des chiffres d'affaires pour les boîtes. Donc effectivement, ça serait mentir de vous dire que, en fait, c'est possible d'être assistante de service social et de se lancer, de vivre de sa passion, parce que c'est pas du tout ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous mettre en lumière un parcours exceptionnel. Donc Béatrice, oui, pour moi, c'est un parcours exceptionnel. C'est une femme qui m'a inspirée il y a déjà 3 ans, alors 2 ans de cela, au moment où je me questionnais sur ma reconversion. J'avais tenté de la contacter et à chaque fois, il y avait des aléas qui faisaient qu'on n'allait pas au bout finalement de nos interactions. Et là, on s'est rencontrés et aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir de pouvoir vous la présenter. Elle s'appelle Béatrice Bellavas. Elle a créé la société Sociobel et donc je vais l'inviter ce soir pour qu'elle puisse vous parler de son parcours assez, j'ai envie de dire, téméraire. Parce que c'est pas rien de se lancer, c'est pas rien de s'autoriser à vivre de sa passion et d'en faire un véritable business. Donc, je l'invite sur scène et ça va vous faire écho parce qu'elle est assistante de service social. Alors, j'attends qu'elle accepte la demande et en attendant, je vais pouvoir regarder assistante de service social, éducatrice jeunes enfants, éducatrice spécialisée dans l'insertion. Ok. Alors, où es-tu, Béatrice? Je t'ai invitée, je crois que tu as juste... Alors, se prépare. En principe, elle ne va pas tarder à arriver dans l'écran. C'est ça. Trop bien. Ça arrive. Bonjour. Hello, Béatrice. Alors, ça arrive. Alors, moi, je vous vois. Alors, du coup, on voit ton environnement, mais on ne voit pas ta tête. Alors, que se passe-t-il? Hop, je ferme. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, j'ai une fenêtre, effectivement, qui s'est ouverte. Alors, on va voir. Bon, on va recommencer. En attendant, pour vous donner le ton de la soirée, l'idée, c'est que ça ne soit pas une réunionnite, hein, parce qu'on les connaît, les réunionites, être installés autour d'une table pendant 3-4 heures va impacter les choses. Je pense que ça vous parle totalement. Alors, participants, invités sur scène. Okay. L'idée, c'est en effet de laisser la place à Béatrice. Moi, j'ai plein de questions à lui poser. Et ensuite, que vous puissiez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Ah, là, on voit son joli visage. Top. Merci. Trop bien.
Et je veux bien que dans le chat vous puissiez me dire, enfin nous dire à Béatrice et moi, est-ce que vous avez un projet d'entrepreneuriat, qui soit associatif ou d'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà mûri ou pas du tout? Quels sont vos manques en tout cas pour vous lancer? Et puis on prendra le temps de regarder ça tout à l'heure. Hello Béatrice, merci à toi d'être présente ce soir. Merci, quelle introduction, vraiment, merci beaucoup. Écoute, de rien. À toutes et à tous. Effectivement, l'idée, c'est que ce soit interactif et qu'on soit sur du partage de vécu. Donc, je vais me présenter un petit peu, c'est bien ça? Alors, exact. je suis pour le coup vraiment assistante sociale. Je n'ai pas changé de métier comme Ariane. Voilà. Je suis assistante sociale diplômée depuis 1996. Voilà. Et j'ai toujours travaillé en entreprise. Ma spécialité est le service social du travail. Donc, j'ai été pendant une dizaine d'années salariée de différentes entreprises, de grands groupes, où j'ai pu m'imbriquer, de m'imbiber, on va dire plutôt, des cultures d'entreprise, des services RH, de l'évolution du travail, de ses mutations diverses et variées. Et à un moment, eh bien, quand on est entrepreneur, on a une envie. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, Ariane. J'ai repéré un besoin, c'est-à-dire que les sociétés pour lesquelles je travaillais, dans le cadre d'un service inter-entreprise, eh bien, me disaient « mais c'est bien ce que vous faites, on aimerait bien pouvoir faire ça, comme ça, comme ça ». Et moi, j'avais un employeur qui ne suivait pas forcément la demande de ses clients. Et l'idée entrepreneuriale est venue de là. Avec également un carcan un petit peu quand même on parlait du poids des institutions. Je dirais que dans le secteur privé, en tant qu'assistante sociale du travail, je vais relativement autonome, un peu seule aussi parfois. Je ne ressentais pas ce poids-là, mais j'ai vraiment eu envie de me porter sur le secteur marchand, de valoriser mon métier qui n'est pas souvent valorisé. On est un peu la deuxième ligne. Béatrice, apparemment, ton son est un peu faible. Ah, est-ce que c'est mieux comme ça? Ah ouais, c'est parfait. Top. C'est à cause de mon micro, pardon. Très bien. Merci. Ouais, ok. Je reprends donc. Et du coup, j'avais aussi l'envie, en dehors d'un défi personnel, il y a toujours une histoire, il y a toujours quelque chose qui se passe quand on se porte sur l'entrepreneuriat. Mais j'en avais aussi marre de voir ma profession, nos compétences, pas forcément valorisées à leur juste mesure. Voilà. Et le fait de se mettre à son compte et puis de se dire c'est bien de râler après les responsables de service, après les institutions, je vais faire les choses, je vais les faire moi-même. Hein. C'est un peu se mettre en risque aussi. Et puis, il y avait aussi un intérêt de pouvoir vivre mieux de ma passion et de mon métier. Parce que je parle à des travailleurs sociaux ou dans le médico-social, on sait que ce n'est pas pour la rémunération forcément qu'on va vers ces métiers-là. Hein. Voilà, donc je vois une question de Caroline, je vais revenir après. Donc, j'ai choisi de monter ma société, de quitter mon statut de salarié, j'étais salariée de droit privé, et de monter une entreprise, voilà, de créer une société. À l'époque, il n'y avait pas de statut auto-entrepreneur. Ça veut dire qu'on faisait comme un grand saut dans l'inconnu et qu'on n'avait pas encore gagné 1 euro de chiffre d'affaires, qu'on payait déjà les charges. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont faites depuis. C'était en 2007. Voilà. Je vois la question de Caroline. Est-ce que peut-être on rebondit tout de suite dessus ou Ariane? Écoute, on va rebondir après dessus, il n'y a pas de souci. Mais tu viens de répondre à ma première question qui était en effet, qu'est-ce qui t'a amené à créer ta propre entreprise? Donc c'est effectivement ce désaccord. On n'était plus sur la même longueur d'onde qu'avec les institutions. Effectivement, il y a cette partie argent. Hein, enfin, clairement, dans nos formations initiales, on nous apprend pas à aimer l'argent, parce que de toute façon, en formation, on ne nous parle pas de nos salaires, on ne nous parle pas de nos futures rémunérations, de nos évolutions de carrière. On nous apprend à être assistant de service social, etc., etc. Et donc, effectivement, la vie aussi, à un moment donné, tu te retrouves heurté face à des
usagers qui, eux, parfois, gagnent même mieux leur vie que toi. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Et du coup, c'est vrai que ça, Surtout en entreprise. ouais, surtout en entreprise. Et là, tu te dis, mais enfin, attends, il y a un truc qui va pas là. Et toujours est-il, l'idée, c'est effectivement que tu as à la fois l'institution où tu sens qu'elle ne va pas assez vite. Il y a à la fois toi, tes besoins perso, d'épanouissement, de pouvoir reprendre finalement en main ta carrière professionnelle, C'est ça. ta compétence. Ça n'allait pas assez vite et j'étais pas acteur de ma carrière, en fait. Alors, j'étais très heureuse. J'ai jamais subi, comme je vois certaines collègues, un manque de moyens ou autre. J'étais dans un service interentreprise et j'ai toujours été heureuse en entreprise. Néanmoins, il me manquait de la rapidité, je n'avais pas assez d'espace pour créer des choses. Et puis, à un moment donné, quand tout ça, c'est un petit peu trop fort, hein, eh ben, on se lance naturellement. Alors, moi, je défends l'idée que, vous savez, dans l'entrepreneuriat, la règle, normalement, c'est pas la réussite, c'est de se planter un petit peu et puis de recommencer. Donc, Carrément. il faut mesurer le risque. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir un petit peu quoi vendre, avoir une idée, être expert sur son domaine. C'est évident que si demain on me demandait d'être, et ça je le dis souvent, d'être assistante de service social en protection de l'enfance, ce n'est plus mon métier. J'ai une spécialité qui est le service social du travail. Donc ça, c'est vraiment important d'aller aussi dans les domaines où on devient expert avec le temps et où on a des compétences. Vraiment. Parce qu'en face, on va avoir des clients. On aura non seulement nos usagers en tant que travailleur social, si je prends l'exemple, mais aussi des clients qui vont se demander pourquoi ils vont venir plutôt vers vous que vers quelqu'un d'autre. La concurrence aussi, même quand on est travailleur social. Donc, c'est se porter sur le secteur marchand, mais c'est effectivement passionnant parce qu'on est sur nos domaines une profession, le service social est une profession réglementée, éthique, et je reviens à l'éternel débat sur la relation à l'argent avec nos professions. On est avant tout des travailleurs sociaux, soumis au secret professionnel, avec toute l'éthique qui va. On ne change pas de métier parce qu'on change d'employeur ou d'institution. Et quand on se met à son compte, c'est la même chose. Totalement. Voilà. Et c'est nous qui en sommes Totalement. auprès de nos clients et de nos usagers. Voilà. Donc, création d'entreprise en 2007, toute seule. Ouais. Et puis. Et quels ont été tes freins majeurs à cette création, à ce début d'aventure entrepreneuriale? C'est l'image de l'assistante sociale d'Épinal qu'on a tous et qui est très prépondérante en France, en fait. Ça suit encore un peu maintenant. C'est pas facile d'expliquer ce qu'est une assistante sociale en entreprise. Alors, quand vous êtes votre propre patronne, ça l'est encore plus. Mais comment ça, on paye des assistantes sociales maintenant pour les entreprises? Enfin, bon, tout ce qui va avec. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une niche, sur une activité qui est particulière. Donc, on évite juste en soirée de dire ce qu'on fait. Non, je plaisante, mais c'est compliqué pour quelqu'un qui n'est pas dans les ressources humaines ou dans le monde de l'entreprise de savoir qu'il y a des assistantes sociales dans les entreprises. Voilà. Donc, les principaux freins, c'est un petit peu la peur de l'inconnu et de se dire de quoi je vais, quelle sera ma protection sociale, quel modèle je dois appliquer. Il y a une certaine solitude chez l'entrepreneur. C'est passionnant, mais il faut savoir s'entourer. Il y a beaucoup de dispositifs, on en parlera tout à l'heure, de recréer son réseau, de s'entourer de professionnels quand on ne sait pas faire les choses, comme n'importe quel autre entrepreneur. Souvent, l'erreur que nous avons, c'est de penser que parce qu'on est un travailleur social, eh bien, les choses vont être différentes parce qu'on fait un métier tourné vers l'humain. Je vais vous choquer, mais vous devez vous poser les mêmes questions quand vous vous mettez à votre compte sur le champ social que quand vous allez créer une pizzeria. Vous serez soumis aux mêmes règles URSSAF, droit du travail si vous avez des employeurs, que la personne qui est sur une autre activité. Voilà. Sur la création, et ça fait 10 ans maintenant que la société existe, elle s'est développée. Nous intervenons donc en prestation de services sociaux pour des grands comptes, des marchés publics. Nous avons travaillé pour le ministère des Affaires sociales, par exemple. Donc ça, c'est une reconnaissance de notre savoir-faire, de notre éthique et de la qualité de notre travail.
c'est aussi aujourd'hui en tant que dirigeante de société. Alors, je suis dirigeante de ma société, mais je suis aussi sur le terrain. Ça, c'est extrêmement important pour moi que d'être toujours opérationnelle pour l'ensemble de mes équipes et de continuer à les animer. Voilà. Et nous intervenons sur la métropole et en Outre-mer également pour différentes grandes entreprises. Donc aujourd'hui, Sociobel, c'est une quinzaine d'emplois avec des sous-traitants et des salariés au sein de l'entreprise. Donc c'est aussi très valorisant de créer de la valeur ajoutée, d'être acteur de l'économie, de former de jeunes professionnels, d'avoir des échanges et surtout d'apprendre. Parce que depuis, je vous ai dit, j'ai commencé en 96. De 96 à aujourd'hui, le monde du travail a énormément évolué. Il y a eu les 35 heures, les RPS, la réglementation a beaucoup changé. Et c'est absolument passionnant d'être dans un univers qui bouge, de devoir s'adapter. Oui, qui est en mouvement. Voilà. Ok. Est-ce que du coup, tu as rencontré des résistances d'un point de vue de l'écosystème typiquement le secteur l'ANAS, face à la mise en place du coup de l'entrepreneuriat dans ce secteur-là? Sur la phase métier. Dans les prémices, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, tu as une vraie reconnaissance. Voilà. Alors ça, c'est un débat qui existera toujours, qui est un petit peu politique. Sur les institutions, finalement, aujourd'hui, pas tant que ça. C'est un débat qui existe beaucoup moins. Il y a quelques années, la question qu'on posait, c'est « mais est-ce que vous êtes une vraie assistante sociale ?» C'était un petit peu, pour celles qui connaissent la presse, les ASH, liaison sociale, on se posait vraiment la question de… Mais ça fait 20 ans que le service social indépendant existe. Et donc, à ce titre, j'avais été présidente durant 2 mandats de l'association qui s'appelle l'ARTSI, des travailleurs sociaux indépendants, qui regroupe à travers la France différentes personnes, comme moi, donc travailleurs sociaux qui ont fait le pas vers l'entrepreneuriat. Donc, ça fait 20 ans que ça existe. Alors, il y en a quelques-uns qui se sont réveillés en nous demandant voilà, d'où ça venait, que c'était une idée bizarre, etc. Et aujourd'hui, dans la presse, les échanges, d'ailleurs, le dernier numéro des ASH parle du libéral, voilà, en interrogeant certaines de mes collègues, et se poser la question de savoir si c'était viable, quel avenir pour ces professionnels, etc. De l'ANAS, nous avons de très bonnes relations, puisqu'il faut rappeler que dans le référentiel des assistants de services sociaux, il est prévu que les assistants sociaux puissent travailler en libéral. Ça a été le travail de mon association, que de faire reconnaître au sein de notre profession, parmi nos pairs, eh bien, qu'on pouvait exercer en libéral. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté. Après, c'est de la responsabilité de chacun et de la maîtrise de la pratique de chacun et chacune dans nos fonctions, de veiller à la qualité, à nos responsabilités, mais de la même manière que lorsque l'on travaille en institution. Je dirais par contre qu'on est beaucoup plus exposé aux différents risques quand on est indépendant, parce qu'on n'a pas… Des fois, on tape un peu sur les institutions, mais l'institution a quand même cette chose confortable qui est aussi de garantir un cadre, une défense pour ses salariés. Voilà, quand on est à son compte, ça, il faut se le recréer. Aujourd'hui, les résistances, un peu moins. Et puis, il y a le monde bouge et évolue. On est dans un monde complexe. Alors, moi, maintenant, je fais attention aux gens qui sont encore en train de débattre sur des questions qui n'ont plus lieu de débat, puisque ça existe et que c'est un phénomène qui se développe beaucoup. Là où j'attire toujours un peu l'attention, parce que comme toi, Ariane, certaines personnes me contactent avec des projets par le biais de l'association, puisqu'il y a une formation qui existe d'aide à la création. La question, c'est qu'il ne faut pas se mettre à son compte par défaut. Il faut vraiment être un entrepreneur, un porteur de projet. Et aujourd'hui, il y a tout un environnement qui permet, sans trop de risques, d'aller tester son projet. Et exactement. Et c'est ça, voilà, qu'il faut faire, qu'il faut encourager, c'est l'idée de repérer un manquement entre différentes offres de services. Et le porteur de projet, l'entrepreneur, va être celui qui va, à un moment donné, proposer une solution pour combler des interstices. Et aujourd'hui, voilà, on a un cadre qui permet de le faire. Nous sommes dans un métier de service, il n'y a pas de gros investissements, il y a surtout du bon sens. Et pas mal de choses, mais c'est passionnant à étudier en préalable. Voilà. Ok, super. Merci pour toutes ces infos, Béatrice. Du coup, je parlais des résistances au niveau de notre écosystème. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors voilà, je ne connais pas
le travail social en entreprise. Tu es experte sur ce sujet. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, il y a une obligation légale à partir d'un certain nombre de salariés d'avoir, en tout cas, soit un service social au sein même de l'entreprise, ou en tout cas un service qui serait externalisé. Et est-ce qu'il y a enfin, c'est compris de par les décideurs aujourd'hui, cette mission du service social en entreprise? Oui, alors effectivement, il y a une obligation. Les missions du service social du travail, elles sont claires et dictées, comme tu l'as rappelé, dans le Code du travail, à partir de 250 salariés. Néanmoins, et tant mieux, ce n'est pas cette obligation qui fait venir les clients vers les services sociaux interentreprises. Les services sociaux interentreprises sont vraiment sollicités parce que les dirigeants, les services RH, les CSE, se rendent compte qu'il y a souvent un besoin, qu'il y a un vide dans l'entreprise. C'est l'histoire, par exemple, du responsable des ressources humaines qui a toujours un certain nombre de personnes qui ont des oppositions sur salaire, des demandes d'avance récurrentes. Et là, le RH a souvent du mal à se substituer, à faire un petit peu celui qui va trouver des solutions. Déjà, ce n'est pas son métier. Ensuite, il n'a pas le temps. Et puis surtout, quand il doit être en situation de manager, c'est compliqué de rentrer dans l'intime et d'essayer de. Donc, Bien sûr. c'est le maintien dans l'emploi, c'est le travail avec les services de santé au travail, la valorisation de la qualité de travailleurs handicapés, la gestion des fins de carrière, l'accompagnement en situation de crise sur tout ce qui est, malheureusement, nous sommes dans une période compliquée, tout ce qui sont PSE, PDV, donc les plans de départ volontaires, hein, et les vagues de licenciement qu'il peut y avoir. Et ça va être d'accompagner en fait le salarié tout au long de sa vie salariée, notamment accolé au service de qualité de vie au travail, dans une démarche globale qui s'appelle la RSE, vous connaissez certainement, la responsabilité sociale des entreprises. Donc le service social s'inscrit comme un acteur dans une dynamique pour effectivement des dirigeants qui ont le souci de l'humain, de leur capital humain. Et aujourd'hui, vous voyez bien que c'est ce qu'on demande de plus en plus aux entreprises. On ne demande pas aux entreprises que d'être rentables, on leur demande aussi de ne pas créer de personnes trop malades, trop… Voilà, Et en souffrance, bien sûr. c'est ça, en souffrance. La marque employeur est quelque chose de très fort aujourd'hui en 2020. Enfin, Exactement. Attirer des talents, conserver ses salariés de qualité. Donc, ça pousse les entreprises à essayer d'innover et de leur proposer des services pour un mieux vivre dans l'entreprise, qui est un monde de contraintes. Le monde du travail, c'est un monde de contraintes. Donc, la question des dirigeants et leur défi, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'efficient? Voilà. Donc, nous sommes aussi une plateforme d'orientation sur les droits, de prévention, sur pas mal d'actions collectives. Et c'est vraiment passionnant parce que chaque entreprise a son histoire, a ses métiers propres, ses contraintes et aussi ses propres envies. Donc nous, à la carte, nous nous adaptons à l'effectif de l'entreprise, à son activité pour proposer et répondre aux demandes des dirigeants, mais bien évidemment des salariés également lors de nos permanences sociales. D'accord. Tout à l'heure, je rebondis, tu parlais d'éthique, de déontologie. Effectivement, c'est à appliquer en tout cas dans notre écosystème. Comment tu fais aujourd'hui, en dehors des institutions classiques, pour appliquer effectivement éthique et déontologie? Est-ce que c'est assez aisé ou du coup ça nécessite des stratégies pour pouvoir… Ça nécessite de la vigilance. De la vigilance. Donc, par exemple, ça va être la manière de contractualiser. Ça va être la manière de contractualiser avec nos clients. C'est-à-dire que nos clients, qui sont des entreprises, des associations, donc tous les employeurs qui vont pouvoir signer avec nous, eh bien dans leur contrat, il y a écrit que nous sommes des assistantes de service social et que nous sommes soumis au secret professionnel. Ça, c'est déjà la première des choses. Et il est joint le code de déontologie de l'ANAS. Voilà. Ensuite, ça va être au niveau des usagers, donc dans le respect de ce secret professionnel, mais aussi dans l'application des mesures nécessaires à la protection des données. Vous avez dû entendre parler de la RGPD. Eh bien, nous avons dû nous mettre en phase par rapport à ces données, puisque nous collectons tous les jours des données personnelles
dans le cadre de notre travail. Donc, et le minimum qu'on puisse garantir aux personnes qui viennent nous rencontrer, c'est bien de protéger ces données sensibles. C'est la deuxième des choses. Et puis ensuite, ça se fait au quotidien par des échanges comme on le fait en institution avec nos collègues, avec des professionnels, quand on a parfois des situations un peu compliquées. Avec des avocats, ça arrive aussi. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que c'est limite ou pas? Donc ça, c'est vraiment effectivement toujours important. En tous les cas, quand on est assistant de service social, de ne pas perdre de vue cette éthique. Et ensuite, bien évidemment, l'argent, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Quand on parle d'éthique, ça veut dire aussi qu'on ne fait pas n'importe quoi pour de l'argent. Voilà. Alors, il arrive parfois, alors moi, en 15 ans d'entrepreneuriat, il m'est arrivé une fois de devoir refuser de travailler avec un client. Voilà, j'ai dit non à un client parce qu'à un moment donné, notre éthique, elle n'est pas monnayable. Mais ça, on le fait. Voilà. Ces clients s'étaient trompés. Ce n'était pas un travailleur social qu'il leur fallait. C'était peut-être autre chose. Mais en tous les cas, pas un service social. Leur demande n'était pas conforme ni à notre éthique, ni... Et tu t'es positionné. Voilà. Il faut savoir le faire. Mais ça paye. D'accord, très clair. La réputation, c'est important. Voilà. Totalement, c'est à entretenir. Oui. Alors, je vais finir par une dernière petite question et laisser la place à nos invités, aux participants. J'aime pas parler de conseils, parce que conseil, c'est assez fort. Qu'est-ce que tu peux dire à toute personne, en tout cas ici présente, qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit associatif ou la création d'une société? Mais allez-y. Allez-y. Allez-y, mais munissez-vous toujours des outils des grands. Ne voyez pas petit. C'est-à-dire que même si vous êtes tout seul à porter votre projet, faites comme si un jour vous serez grand. Et vous aurez toujours ces outils de rigueur à côté. C'est-à-dire, ce que j'entends outils de rigueur, c'est parce qu'on a vite fait de partir dans tous les sens. Quand on a un projet, on note plein de choses sur des post-it, on ne dort pas la nuit, on se réveille parce qu'on a une idée. Ça a dû certainement arriver à certains d'entre vous. Il faut poser tout ça et l'ordonner. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on fait sa feuille de route. On fait une colonne plus, une colonne moins. On fait une colonne, qu'est-ce que j'ai besoin pour travailler? Ça s'appelle un prévisionnel. Combien ça va me coûter? Il me faut un ordinateur, une voiture, ok. Combien je vais gagner? Commencer par le B à bas. Voilà. C'est pas compliqué à faire. Il y a plein d'outils qui existent. Ça ne coûte rien. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à créer votre propre identité et les outils qui vous serviront toujours. Voilà. Et la méthode qui vous servira toujours derrière. Et puis, si ça ne marche pas, eh ben, ma foi, ce n'est pas très grave. On commence sur autre chose. Voilà. Donc, osez. Merci beaucoup, Béatrice. Ouais, oser. Oser, j'ai envie de rajouter s'autoriser à rêver grand, ouais, exact. Passer très vite de la réflexion à l'action. Parce que la différence entre un véritable entrepreneur et quelqu'un qui réfléchit trop, c'est que l'entrepreneur, lui, passe à l'action. Il va se tester, il va tester son marché, il va être à l'écoute de son marché. Il va prendre le pivoter lorsque c'est actif. Et il faut une grande capacité de résilience quand on entreprend. Ne pas s'offusquer, effectivement, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un échec. Tout à l'heure, Béatrice, tu le soulignais justement. On expérimente, c'est une aventure qui est effectivement onéreuse en termes d'énergie. Moi, je pense qu'on peut tous se lancer avec peu de moyens. L'idée, c'est d'être très rapide. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui existent pour aller tester son marché grâce au digital notamment. Typiquement, les landing pages. Donc, je vais vous l'écrire ici. C'est aller effectivement landing page. Je vous laisserai aller regarder ça sur Internet. C'est aller questionner son marché pour voir si aujourd'hui, voilà, moi, je veux être sophrologue. Donc, il y en a énormément des sophros. Comment me démarquer, comment gagner en visibilité? Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore une tendance pour les gens? Est-ce qu'on est dans un contexte en tout cas qui profite aux sophrologues, aux psychologues?
Bien sûr, aujourd'hui, on est très conscient que oui, c'est le moment, totalement. Il faut peut-être trouver son axe. Bien évidemment, il faut nicher. Alors, nicher, l'idée, c'est de pouvoir ne pas s'éparpiller, aller sur une verticale. En tout cas, là, ne pas être dans le perfectionnisme. Les entrepreneurs perfectionnistes ne sont pas des entrepreneurs parce que quand on essaye d'atteindre la perfection, ben, on n'avance pas, on ne fait pas. On est dans l'attente que quelque chose soit parfaitement fait, établi. Ben non, en fait, il faut tester. Il faut test and learn. On teste, on teste, on teste, on teste et on revient dessus. Et c'est pas grave si on se trompe. Donc voilà, c'est quelques petits tips que je peux vous donner là tout de suite. L'idée de ces contenus, c'est vraiment de vous donner quelques billes. Il faut s'essayer très rapidement. Il faut avoir confiance en soi, en son potentiel. Là, il y a beaucoup de femmes ce soir. Et il faut savoir que l'entrepreneuriat masculin et l'entrepreneuriat féminin n'est pas le même. Les hommes sont plus armés que nous, c'est une réalité. C'est une réalité qui malheureusement est sociétale. Aujourd'hui, on a aussi, désolé les peu d'hommes qu'il y a ce soir, donc je crois qu'il y a ton homme à toi, Béatrice, et il y a mon frère. Mais nous, les femmes, on a tout intérêt, en tout cas, si on souhaite se lancer, à casser effectivement tous ces freins de légitimité. Est-ce que c'est fait pour moi l'entrepreneuriat? Est-ce que je ne devrais pas plutôt commencer par une assoce, puis je verrai plus tard par une entreprise? Ben non, enfin, tu as envie de commencer par une entreprise, tu fonces, tu fais ton entreprise. Ne pas rester isolé, c'est important de faire partie de cercles. Tout à l'heure, tu le disais, Béatrice, des réseaux, c'est hyper enrichissant de pouvoir interagir avec d'autres personnes qui vivent exactement la même passion qu'est cette frénésie, qu'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous, chez Parenthèse, on a eu à cœur de créer effectivement une communauté de professionnels qui se lancent chacun individuellement. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent se retrouver en communauté pour pouvoir déposer les difficultés de l'entrepreneuriat. Parce que, effectivement, entreprendre, c'est pas aisé, hein, c'est très intense. Ça demande une énorme énergie. Et je ne dis pas ça dans l'idée de vous rebuter, c'est une réalité. Elle est ce qu'elle est. Quand on part dans une idée entrepreneuriale, on part pour au moins 10 ans, si on a envie en tout cas que celle-ci fonctionne. Et donc, il faut s'entourer de personnes qui ont exactement le même mindset, le même état d'esprit que nous, pour pouvoir se dire, allez, je ne lâche rien. Il faut beaucoup s'écouter, parce qu'on aura beaucoup autour de nous des personnes qui nous diront que non, ton idée, c'est pas la bonne. Mais non, moi, à ta place, je ferais différemment. Il faut s'écouter soi et écouter également les personnes, le marché, les personnes ciblées. Voilà. Là, c'est ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, Béatrice, elle nous a évoqué son sublime parcours d'assistante de service social qui gagne son oseille aujourd'hui. Donc moi, je me dis, oseille, c'est de l'argent. Et ça fait du bien parce que il faut se réconcilier avec cette notion de rapport à l'argent parce qu'avec l'argent, on fait de grandes choses. Moi, j'ai pu l'expérimenter avec mon association, notamment le club d'échecs, où très spontanément, la première année, on a fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Pourtant, c'est une association. On va se dire, mais dans une association, on ne fait pas de chiffre d'affaires. De quoi on parle, celle-là? Bah, si, on a créé un business model qui nous a permis de générer 10 000 €. Et ces 10 000 € ont pu être injectés à créer des emplois d'auto-entrepreneurs et à créer des emplois, des formations et de développer le jeu d'échecs en Haïti. Effectivement, avec l'argent, on peut faire de grandes choses. Donc, messieurs, mesdames, n'hésitez pas à aller à la conquête de l'argent, non pas pour être dans quelque chose de vénal ou qu'on caisse, mais plutôt pour pouvoir impacter le monde le plus rapidement possible finalement. De manière positive, et je me permets juste une parenthèse à ce sujet. Parenthèse. Voilà, c'est le cas de le dire. Au sein de Sociobel, les travailleurs sociaux voilà, mon équipe, sont rémunérés à peu près 20% au-delà des montants habituels. Voilà, avec des conditions de travail, avec des équipements. L'argent, ça sert à ça. Ça sert à créer des emplois. Ça sert à être redistribué.
Et Exact. puis, ça sert aux dirigeants qui a pris des risques, qui est dans une situation quand même un peu plus précaire qu'un salarié, voilà, mais c'est un choix, hein, de se prémunir aussi contre les aléas selon le statut qu'il doit avoir. Donc, tant qu'on peut valoriser, moi je me sens en plus qu'entrepreneur avec une mission qui est la valorisation de ma fonction et du service C'est social du ça. travail. Et c'est aussi par largement qu'on y arrive. Voilà pour conclure de Exactement. mon côté. Merci Béatrice. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, j'espère, s'il vous plaît, jouer le jeu. On va inviter des personnes qui souhaitent parler, peut-être présenter même leur projet, parce que c'est aussi un exercice hein, de pitcher son projet. Moi, j'évolue aujourd'hui dans l'écosystème startup, donc je sais ce que c'est que lever des fonds d'investissement, pitcher son projet, s'associer. Et donc aujourd'hui, dans voilà, ce secteur qui est le secteur médico-social, on n'a pas cette possibilité, cette opportunité-là très souvent. Donc là, c'est le moment. Qui a envie de pitcher son projet et à savoir que n'ayez pas peur qu'on vous vole votre idée. Il y a de la place enfin, pour tout le monde sur le marché, vraiment. Donc, il ne faut pas avoir cette crainte-là de se dire oui, mais ça, c'est mon idée que j'ai dans ma tête depuis que j'ai l'âge de 14 ans, donc je ne partage pas. Non, c'est le moment. Allez-y. Trop tôt pour moi, mais bientôt avec plaisir. Pas de souci. Ok, Marion, c'est noté. Quelqu'un a envie d'en parler? Ou sinon, venir tout simplement poser des questions à Béatrice et moi-même. Audrey, hein. Audrey. Ah, Audrey. Ouh, super, c'est parti. Je t'invite, Audrey. Béatrice, tu bouges pas. Je ne bouge pas. Je veux bien. Super, Jessica par la suite. Ok. Alors, Audrey. Tac. Invité sur scène. C'est parti. Et Caroline également. Voilà. Caroline aussi? J'ai pas vu. Ouais. Trop bien. Bah, parfait, on se fait la soirée. En attendant que Audrey arrive, il faut savoir qu'il y aura 3 prochaines sessions comme celle-ci. La prochaine, l'invitée, c'est une psychologue qui a créé une start-up, une application au profit des entreprises, donc du B2B. Je vais vous apprendre quelques mots pour ceux qui ne le savent pas. B2B, c'est les entreprises et les B2C, c'est les personnes lambda. Je ne vois pas comment je peux accepter. Tu es avec ton téléphone portable, Audrey? Non? Ok. Toi, Béatrice, tu as fait comment pour accepter l'invitation? Alors, en fait, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et j'ai juste eu à cliquer dessus. On m'a proposé un test micro. Donc, est-ce qu'elle est bien partie, ton invitation? Je ne sais pas. Bah, c'est une fenêtre, c'est très simple. J'ai eu un souci parce qu'en fait, je vais brancher une autre caméra. C'est pour ça. Ok. Attends, je vais relancer la... Ah, c'est Manon qui a reçu l'invitation. C'est moi qui... Ah, excuse-moi, Manon. D'accord, autant pour moi, Audrey. Hop. Tac. Invité sur scène. Je dois exclure... Normalement, c'est bon. Sinon, ça va, Béatrice, le confinement? Tu bosses quand même? Je bosse derrière mon écran, comme beaucoup de monde là. Voilà, on s'adapte, ça aussi c'est important. Voilà. C'est ça. Bonsoir Audrey. Bonsoir Audrey. Désolée, j'ai un petit garçon qui pleure à côté. Hop. Bonsoir. Ouais, c'est ça. Donc, pour faire bref, parce qu'on est plusieurs à vouloir vous poser des questions. Alors moi, c'est vraiment Ariane, on se connaît, mais bon, viens à côté de moi, mais tu parles pas. Ça intéresse. Tu t'assois. Allez. Bonjour Isaac. Bonjour. Voilà.
Voilà, allez. C'est une star, hein, lui, c'est une vraie star. Ah ouais, c'est sûr. Donc c'est vrai qu'en fait, des projets, bon, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un. Alors, Maud n'a pas pu être là ce soir, mais on est deux en fait à vouloir effectivement. Alors, je suis assistante sociale, pardon, depuis 15 ans. J'ai fait de la polyvalence de secteur pendant 12 ans et là, ça fait 1 an et demi que je suis en scolaire. Donc voilà. En fait, l'idée avec une autre amie qui est aussi assistante sociale avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, c'était effectivement de monter. Alors, c'est plus une association qu'une structure qui proposerait, alors au sein des Hauts-de-Seine, parce qu'on s'est rendu compte, en tout cas pour y avoir travaillé longuement, qu'il n'y avait pas ce genre de structure et que ça manquait cruellement. Mais c'était d'ouvrir une structure autour de... Oui, voilà, elle fait comme moi. D'ouvrir une structure, en fait, pour accompagner des femmes sur leur... Voilà, qui à un moment donné eu un traumatisme corporel. Oui, un traumatisme corporel et donc, voilà, les accompagner avec plusieurs professionnels. Isaac, stop. Non, là, par contre, ça va m'énerver. Non. Voilà, les accompagner avec plusieurs professionnels. Alors moi, pas avec ma casquette d'assistante sociale, mais celle de sophro-coach. Voilà, puisque je me suis formée à ça il y a 3 ans. Et Isaac, c'est pénible. C'est pas gentil, ça. Non, non, c'est pas drôle. Tu vois, personne rigole. C'est pas intéressant, là. Donc, tu restes à côté de moi si tu veux, mais stop. OK ? Voilà, c'est de pouvoir les accompagner de manière multiple. Voilà. Et traumatisme, alors c'est là où il faut peut-être un peu plus, parce que bon, c'est large en fait, mais c'est l'idée générale, elle est là en fait. Moi, j'ai cette casquette de sophro-coach. Mon amie, elle, donc assistante sociale de formation, a fait aussi une multiple formation, notamment celle de sexologue. Puisque voilà, le traumatisme corporel, on sait aussi que ça touche à la sexualité. Donc voilà, c'est après on est un peu toutes les deux encore dans des choses. Effectivement, on sait. Voilà, on doit se voir pour finaliser Ah, mais Isaac! Pour finaliser les idées en fait pour faire l'entonnoir. Mais après c'est voilà, on sait qu'il faut faire une étude de terrain, on sait qu'il faut qu'on démarche, mais on sait pas trop. Enfin voilà, on a l'envie et là, ça c'est certain. Mais après comment voilà. Moi, ce que je note et qui est intéressant, c'est que vous avez repéré un manque. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, un besoin. On voit bien hein, là où vous voulez aller, hein, l'objectif. Après, c'est la difficulté, c'est d'affiner. C'est exactement ce que vous avez dit quand vous avez parlé d'entonnoir. Affiner, vous allez vraiment pouvoir affiner sur le terrain, en fait, de manière à ce que la structure, si c'est une association tournée vers les femmes, il va falloir vous appuyer sur les acteurs. Donc, vous avez le périmètre qui sont les Hauts-de-Seine, vous avez une interstice qui est intéressante où il y a un manque. Après, l'idée, c'est comment être pertinent avec vos compétences dans ces interstices-là. C'est vraiment important, c'est de partir du besoin. Vous avez des compétences, après, enfin, voilà, sans aucun souci, mais des fois, on a le tort de se dire, mais je vais mettre telle et telle compétence en avant. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de vous adapter là sur le terrain. Je prends un exemple pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Imaginons que vous avez des super structures avec des psys, etc. Si vous arrivez en tant que coach ou psy en complémentaire, vous allez peut-être pouvoir vous heurter à des résistances un peu institutionnelles ou autres. Alors que ce que je vois, c'est vraiment le côté intéressant sur tout ce qui est plutôt corporel. Vous avez employé le terme corporel. Là, vous allez compléter une offre, à mon avis, qui est existante sur le secteur associatif de prise en charge de violence en règle générale. Ouais, c'est ça. Ouais, l'idée, c'est effectivement de pouvoir même démarcher auprès de effectivement, voilà, les conseils généraux, enfin les départements, puisqu'on sait aussi que. Mais c'est vraiment offrir en plus quelque chose qui c'est un complément. C'est pas un.
vous avez deux choses. Hein. Il y a, pour compléter, vous pouvez rédiger, ça se fait très vite et très simplement sur Internet, surtout avec la crise sanitaire, des petits questionnaires, des petits sondages ciblés aux partenaires institutionnels sur les besoins. Est-ce que ça les intéresserait? Oui, non. Est-ce qu'ils ont beaucoup de demandes comme ça? Bon, ça, c'est vous qui formalisez l'outil. L'autre outil sur le montage de projet, l'idée est bonne, mais qui vous finance? Et comment? Voilà, parce qu'on a plein d'idées associatives qui sont extrêmement géniales. Le problème, c'est de trouver les fonds, ce qui va faire que votre activité, même si elle est associative, va être rentable, ou du moins va vous permettre de faire face à vos frais de fonctionnement et vous permettre d'en vivre. Donc ça, c'est vraiment important de vous poser la question sur, parce qu'on a parfois de très beaux produits, de très belles initiatives associatives, mais qui malheureusement, tout le monde dit mais c'est génial, c'est super intéressant, mais dans les faits, il n'y a pas de financement qui arrive. Donc ça, en parallèle, c'est super important également de pouvoir avoir des partenaires financiers qui vont vous faire intervenir. Souvent, c'est comme ça, hein, sous forme de, par exemple, de cours, d'interventions multiples, de permanence, de différentes prises en charge. Donc, il fallait vous appuyer sur les personnes qui vont évaluer dans un premier temps, j'imagine, et puis qui ensuite vous feront intervenir au cas par cas en fonction de leurs besoins sur vos propres compétences. Voilà un petit peu, modestement. Alors du coup, moi, je vais rebondir aussi tout de suite. Ayant créé déjà 2 associations, je connais vraiment le cheminement de A à Z. Effectivement, moi, sur les 2 associations, c'était une volonté forte de ne pas être tributaire des mairies, des conseils départementaux, donc de trouver effectivement ce fameux business model qui permettra à l'association de vivre sans ces structures institutionnelles. Parce qu'en effet, à partir du moment où on décide de laisser la mainmise financière à ces institutions, on est un peu moins libre dans son intervention. Et là, moi, je questionne pourquoi une association et pas une entreprise. Je sais. Là, en fait, en vous écoutant, c'est la question que je me pose. En fait, c'est qu'effectivement, pourquoi l'assoce et pas une entreprise, effectivement, parce que l'entreprise, au moins, je me dis, je peux me vendre. Enfin, je peux me vendre auprès d'un conseil général, mais je ne dépends pas de lui. Donc, c'est effectivement, c'est complètement différent, parce que on sait aussi que les conseils généraux, les mairies ou tout ça, ça peut vite vous lâcher à un moment donné, vous donner des subventions une année et puis l'autre. Voilà. Donc c'est vrai que oui, tu peux. Donc l'entreprise, effectivement. Oui. Ouais, pourquoi se fermer à l'associatif alors que sur inverse. Pour que effectivement, c'est la culture du social qui fait que. Exactement. L'association, en fait, on n'est pas tout de suite dans l'entreprise qu'on pourrait créer, alors que en plus, je dis ça alors que quand j'ai fait ma formation de coaching, on nous apprend justement, moi en tout cas dans ma formation, j'avais une partie où on nous parlait de comment ouvrir notre entreprise. Donc là, je dis bien que je ne veux pas intervenir en tant qu'assistante sociale, même si c'est ma matière première, mais vraiment en tant que coach. Donc ça serait complètement cohérent que j'ouvre une entreprise. Alors, et du coup, là, je mets les 2 pieds dans le plat. Et là, c'est valable pour tout le monde ici présent. Là, on a une conjoncture incroyable, une tête que personne ne comprend. On le subit vachement. Mais il y a une tendance qui est forte, c'est le digital. Aujourd'hui, créer une structure physique avec la conjoncture actuelle, voilà, moi j'ai du mal en tout cas à le penser tout de suite. Néanmoins, on va sortir de là, j'en suis sûre, plus fort, on va reprendre nos activités. Il faut être très optimiste dans ce sens-là. Toujours est-il, pourquoi ne pas commencer, c'est une question aussi, je pose des questions, j'ai aucune affirmation, à développer votre activité déjà en ligne, faire de la consultation en ligne, du coaching en ligne sur cette thématique autour des traumas corporels. Je pense qu'effectivement, c'est aussi pour ça que, je vais la nommer, elle s'appelle Maud, c'est aussi pour ça qu'avec Maud, on veut se voir, c'est que je pense qu'effectivement, dans le premier temps,
on peut déjà utiliser effectivement voilà, les réseaux et commencer déjà oui, à parler de ça ensemble, à présenter notre projet une fois qu'on aura. Mais voilà, commencer à déjà de manière virtuelle. Et est-ce que tu peux aller voir papa, s'il te plaît, ou ton frère qui peut se coupler par la suite avec effectivement des permanences physiques ou des déplacements à domicile. Enfin, voilà, il y a pas mal de possibilités. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est effectivement, dans l'absolu, je pense qu'on aimerait avoir physiquement quelque chose. C'est aussi pouvoir faire des ateliers, et on sait que le virtuel peut avoir aussi ses limites, surtout dans la problématique qu'on souhaite aborder. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un côté virtuel, mais je pense que le côté physique, à un moment donné, il peut être important. Effectivement, c'est un bon projet qui a du sens si le diagnostic il est bien établi. On parle que dans les Hauts-de-Seine, il n'y a pas ce type de structure existant, enfin, cet accompagnement pour cette catégorie de population. Donc, moi, j'ai envie de dire, quand j'ai créé mon lieu d'accueil enfants-parents, l'association Les Petits Petits vers moi, j'ai fait mon diagnostic et j'ai vu effectivement ce qui manquait. Je suis partie de l'existant et de ce qui manquait, et de là, j'ai créé une offre que j'ai fantasmé dans un premier temps. Je ne sais pas. Pardon. Et non, pas de souci. Et que j'ai confronté du coup aux parents en les interrogeant directement finalement. Toi, ça va être un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, qui va librement parler de cette problématique-là? Enfin, il faut l'interroger. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on se dit que c'est un manque dans les Hauts-de-Seine, mais on sait aussi que ceux à qui on pourrait le proposer n'ont pas ce que pouvait dire Béatrice et ce que tu dis aussi, c'est-à-dire on peut vite nous décourager. Voilà. On peut dire qu'en fait, oui, c'est bien, le projet est super, mais bon, ça sera difficile, que ces femmes-là auront du mal. Alors, tout est difficile. Mais voilà, que nous, justement, en termes d'expérience professionnelle, on sait que c'est possible. Voilà, des femmes qui ont vécu des traumas corporellement, on en a suivi, on en suit encore, et on sait que c'est quelque chose qui est possible d'être, c'est possible d'accompagner et qu'elles puissent faire ce genre de démarche-là. Tout dépend effectivement comment on leur présente les choses. C'est pas de les effrayer, hein. Le but c'est vraiment de leur faire comprendre que c'est pour elles et pas pour elles. Est-ce que tu peux aller voir papa? Il y a bon nombre de personnes dans le salon qui peuvent te répondre, Isaac. Mais c'est plus le grand toutou. Oui, mais c'est pas grave, on en parle après. Merci Isaac. Nous sommes témoins de l'entrepreneuriat au féminin. C'est ça. Oui, c'est les multiples casquettes. Concilier la vie personnelle avec nos obligations professionnelles. Voilà, c'est ça. Donc oui, donc voilà. Après, je pense qu'effectivement, Moi, après, l'idée, c'était aussi, maintenant que je travaille sur Paris, c'était de voir des associations qui proposent déjà ça. Je sais qu'il y en a une aussi dans le 93 qui est très active. Et voir un peu comment elles se sont, quel a été leur chemin et qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Enfin voilà, quand je dis faire une étude aussi, c'est explorer ce qui existe déjà, prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser et faire avec ce que nous on est en fait. Voilà, moi c'est vrai que j'ai pas peur de me dire je vais pas copier. Et quand bien même je copie un peu, ça se passe dans le 93 et pas dans le 92. C'est le benchmarking. Ouais. Totalement. Copier n'est pas tricher, hein. Ça c'est vraiment. Vraiment, copier n'est pas tricher. Exactement. Si ce que tu veux copier fonctionne, c'est qu'il y a effectivement c'est qu'il y a quelque chose à faire. Oui, mais complètement. Il faut être très à l'aise avec ça aussi. C'est ça, exactement. Donc, merci Audrey. On prendra le temps si tu veux, avec Maud, avec grand plaisir. De toute façon, on allait toquer. Au revoir Isaac. Mon filleul. Tu dis au revoir? Au revoir. À ta marraine? Au revoir. Ciao, ciao. Bye. Bye. Alors, du coup, la deuxième personne, c'était... Je sais pas, Audrey, comment tu dois faire pour sortir. Je vais réussir. Tac. Alors, la deuxième, c'était Jessica. Jessica. Alors. Comment on fait pour partir? Yes. Ah, c'est là. Invité sur scène.
Alors, pour les personnes qui sont présentes, est-ce que ça va? Est-ce que enfin, le format est, dites-nous s'il est trop long ou pas, parce qu'on va finir avec Caroline, donc normalement d'ici la demi, ça devrait le faire. Est-ce que vous vous sentez toujours bien? Ok. Vous avez prévu le petit thé, les choses sympatoches? Je me permets, Ariane, en début, le temps que la connexion arrive, Ouais, nous avions une question qui était assez ouais, pertinente. exact. Alors, je suis en train de remonter le fil qui concernait Super joli. à quel moment Joli. quitter son emploi. Je suis en train de rechercher la personne. Voilà, c'est Caroline qui demandait, pour moi, c'est en cours, mais manque, à quel moment quitter son emploi en institution pour voler de ses propres ailes. L'expérience que j'ai avec des collaborateurs qui sont venus me rejoindre en tant que sous-traitant pour Sociobel, auto-entrepreneur, c'est de se garder un filet. Si vous avez un emploi dans une... Alors, ça n'engage que moi, comme dit Ariane, voilà, c'est un peu de l'expérience, il n'y a pas de règle, mais c'est quand même sécurisant et ça vous met dans de meilleurs auspices que de garder ce filet avec peut-être une demande de temps partiel et puis à côté le fait d'aller de commencer à mettre en place son projet, voire de demander une dispo. Ça libère quand même un petit peu l'esprit et on se dit bon, bah, si ça marche pas comme je m'y attendais ou si je me loupe, c'est pas très grave, j'ai mon emploi à côté. Ça va dépendre du statut d'exploitation que vous avez choisi. Si c'est de l'auto-entrepreneuriat, les choses se cumulent sans trop de problèmes. On a quand même, ces dernières années, le législateur a libéralisé quand même pas mal l'entrepreneuriat, ce qui n'était pas possible avant. Si je prends mon exemple, quand j'ai créé ma société en 2007, il a fallu que je négocie mon départ, que je passe par la case Pôle emploi. J'ai vu qu'il y avait des points à ce sujet-là aussi. J'avais la possibilité de cumuler une partie de mes indemnités chômage pour me mettre à mon compte et immatriculer ma société. Mais avant que les premiers deniers ne rentrent, il a fallu que je vive sur mes allocations chômage. Donc ça, il y a beaucoup d'associations. Alors on parlait de la force du réseau et Ariane, c'est vraiment sa spécialité, mais il y a aussi les chambres de commerce qui sont à vos dispositions pour répondre aux questions de statut. Il y a des permanences de juristes, voire de comptables également. Donc, n'hésitez pas à les tester, à poser ces questions très propres et puis très précises. Pardon. Et il y a également un site qui est pas mal, qui s'appelle l'APCE. L'APCE, alors ça va être apce.fr, tapez sur Google, va vous permettre de structurer, on a bien vu là les idées qui arrivent. L'idée, c'est de structurer, d'avoir une feuille de route, de structurer un projet. Et l'APCE vous permet d'avoir votre projet en ligne et d'y revenir régulièrement, de le remplir et de le voir avancer au fur et à mesure. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour Caroline. Voilà. Merci pour cet éclairage, Béatrice. Alors j'attends. Elle se prépare. Alors moi, pour la petite histoire, je suis partie comme une cinglée. Je me suis fait, entre guillemets, licencier. Enfin, j'ai une rupture de mon CDD. J'étais en CDD à Goussainville. J'avais le pied dans le plâtre. Je me suis retrouvée avec Peanuts pendant quasi 2 mois. Ça a été horrible. Mais bon, j'ai rebondi très vite. Et aujourd'hui, je suis à mon compte. Je gagne bien ma vie. Et ça a été des risques. J'ai pris des risques. Mais je ne soumets pas cette idée à tout le monde. Parce que c'est très inconfortable. Pour le laps de temps, en tout cas, que ça dure. Donc, effectivement, si vous avez des possibilités autres de rupture conventionnelle. Moi, je pense que les articulations mi-temps, dispo, sont pas mal. C'est un bon combo, ouais. Voilà, il y a toujours une nécessité qui est de bien monter le projet au maximum tant que vous êtes en poste. Parce qu'après, vous aurez moins de temps, forcément. Donc, avant de se lancer, l'idée, c'est d'avoir borné au maximum les questions de statut, de forme d'exploitation, de produits, à qui on va le vendre et comment on va le vendre.
Alors, je vois Caroline, je continue à répondre sur les aides à la création d'entreprises. Les aides pour la création d'entreprises, c'est un gros fantasme quand même. Astrid voilà, nous parlait que si elle demandait une dispo, elle n'aurait peut-être pas d'aide à la création d'entreprise. Les aides à la création d'entreprise aujourd'hui, elles se limitent quand même à une exonération de charges au démarrage. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez plus facilement vous installer. C'est bien d'en bénéficier si on peut, mais pas plus que ça. Et ensuite, elles concernent surtout les salariés du secteur privé qui sont porteurs de projets. Alors, désolé pour les collègues et les participants fonctionnaires. Là, il n'y a pas vraiment d'aide. Les aides, quand on est porteur de projet, vont plutôt être des aides en nature avec les clubs d'entrepreneurs, les anciens qui vous expliquent un peu comment ils ont fait. Mais les aides financières, on n'aide pas forcément les gens. Par contre, on vous aide une fois que vous êtes rentable et que vous gagnez de l'argent. Là, le banquier, c'est votre meilleur ami. Mais au démarrage, si vous allez le voir en lui disant, voilà, monsieur le banquier, il me faut 50 000 € pour démarrer mon activité, il va vous demander d'être caution personnelle ou autre. Voilà. Donc, il faut des fois piocher un peu dans son épargne en fonction des besoins qu'il y a. Voilà. Ça, c'est vraiment dans votre provisionnel. Maintenant, je suis pas je les ai connus sur le bout des doigts à une époque. Sur les aides importantes en création, je ne suis pas persuadée que ce soit ça qui fasse qu'on porte ou pas son projet. Si on peut les avoir, tant mieux. Il y a souvent des conditions sine qua non. Peut-être s'il y a des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, ne pas hésiter à se rapprocher de la NDPH. Demandeurs d'emploi, donc salariés du secteur privé, voir un petit peu ce qui se passe à ces niveaux-là. Chambre de commerce, et puis en fait, en fonction de vos territoires, il y a parfois des aides de la région Île-de-France sur les projets solidaires, et ça, il faut aller sur le site des aides à la création d'entreprises Île-de-France. Je parle là pour l'Île-de-France, mais région par région. Voilà, on est plutôt au niveau local qu'au niveau national. Alors, je vais juste reprendre avec Jessica. Je t'ai envoyé l'invitation, Jessica, mais du coup, je ne sais pas si tu la reçois. Pas du tout. Auquel cas, on va poursuivre avec Caroline. Et Jessica, on essaiera de t'inclure par la suite. Est-ce que ça te va? Parce que je t'ai envoyé pour le coup. Jessica est en train de taper. On va continuer. Jessica, on va faire comme ça. J'invite Caroline. Caroline, tu es prête? Je vais t'envoyer l'invitation. Et c'est fou, ce flou en fait autour de comment entreprendre, parce que finalement, je pense qu'il y a énormément de personnes, de femmes notamment, qui ne se risquent pas à ça. Pourtant, elles ont les idées, toutes ces réflexions, cette envie. Mais du coup, le parachute n'étant pas assuré, ça empêche les gens de se lancer. Et c'est vraiment dommage. Et là, tu donnes vraiment un vivier d'informations hyper important. Enfin, je n'avais même pas toutes ces informations-là. Moi, je suis partie comme une cinglée dans mon projet. Alors, Samuline, j'ai accepté l'invitation. OK. Ouais, ça va arriver. Donc, c'est oui, que ça va arriver, exact. Il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas une feuille de route, je me mets à mon compte. Il y a des grandes lignes à suivre, hein. Mais il existe tellement de dispositifs, des fois très confidentiels, mais ce n'est pas au niveau national. Vraiment, il faut aller au niveau région, en fonction du projet, les projets innovants, les projets solidaires. Il y a des banques également qui font des microcrédits pour les femmes porteurs de projets. Donc ça, il faut aller à la pêche aux infos. Et je vous dis, les chambres de commerce sont vraiment des mines d'informations à ce niveau-là. Voilà. Samuline pour Caroline. Ouais, également. Sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et si toutefois on n'arrive pas à joindre Jessica ou Caroline, on va devoir s'arrêter là parce qu'on a le droit de profiter quand même de notre vendredi en famille, tous. J'espère que vous allez passer tous en tout cas un très bon week-end, malgré
le contexte. De toute façon, il y aura effectivement la prochaine session avec une psychologue, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, la fois suivante, nous aurons... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La fois suivante, nous aurons comme invité un kiné, une kiné plutôt, qui s'est lancée également dans l'entrepreneuriat. Comme quoi, vraiment, le secteur médico-social s'autorise à sortir de son cadre institutionnel classique. Elle également a créé une application pareille au service des entreprises pour pouvoir permettre aux salariés de poursuivre leur séance de rééducation au sein même de leur entreprise en faisant des petits mouvements très simples pendant la machine à café, pendant le télécopieur, pendant une réunion classique, voilà. Mais elle en parlera mieux que moi. Ok, et Donc l'idée étant de... Oui, vas-y Béatrice. Je vais en profiter juste sur les prévisionnels. Je vois Julie qui dit qu'elle pêche sur son prévisionnel. Il y a des modèles de prévisionnels qui existent, mais certains ne sont pas adaptés. Vous avez plein de termes comptables, donc allez au plus pertinent par rapport à votre activité. Voilà, donc il y a des modèles qui peuvent s'adapter et forcément avec des rubriques qui ne vont pas concerner certainement votre activité. Et puis, dernière chose, et après, je laisserai Ariane clôturer sur la rupture conventionnelle. Effectivement, la rupture conventionnelle, il faut être deux pour se quitter. Donc, si l'employeur ne le souhaite pas, c'est une démission. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, pour inciter un employeur à passer par une rupture conventionnelle. Ou les congés pour la création d'entreprise, à voir également. Voilà pour ma part et sur les questions que je vois auxquelles je pouvais répondre. Donc, le format est un format inspirationnel, c'est un format interactif, c'est un format qui donne des billes, des petites clés. L'idée, c'est que vous puissiez vachement vous en saisir, poser toutes les questions qui vous trottent la tête et qui vous empêchent finalement de passer à l'action. Donc, voilà. Bah, écoute, Caroline, tant pis, je suis désolée. Peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. En tout cas, Béatrice, merci à toi de nous avoir accordé ce temps. Merci. Temps vraiment de qualité, voilà. De rien. Et puis, toutes ces questions intéressantes. Et c'est vraiment très, malgré la crise, de voir toutes ces personnes qui ont des projets, qui ont des envies. Je trouve ça vraiment génial. Donc, continuez. Ne vous laissez pas abattre. Et puis, moi, je reste à disposition d'Ariane, de parenthèse, sur le domaine que je maîtrise. À très bientôt. Puis, je vous souhaite un très bon week-end. Voilà. Moi aussi, merci Béatrice. Moi, je vais clôturer avec tout le monde. De toute façon, je te dis à bientôt. Et j'entends que, un groupe, ça serait peut-être pas mal sur l'entrepreneuriat. On y a pensé, on s'est dit qu'une communauté serait assez chouette. Effectivement, merci Julie de le souligner. Merci à tous. On va vous envoyer d'ici demain un questionnaire pour que nous, on puisse affiner un peu ce process, cette présentation. Vous nous direz si le format est un peu trop long, trop court, ce que vous aimeriez y voir ou pas. Voilà, l'idée, c'est de vous laisser aussi la possibilité de créer un peu ce format-là. Parce que là, on vous propose quelque chose, mais à vous aussi de nous faire des propositions. Voilà. Merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.